Bonjour à tous. Télévague a l'heureux honneur d'accueillir aujourd'hui l'honorable Madame Diane Leboutillier, la ministre fédérale des Pêches et Océans et de la Garde côtière. Bonjour Madame Leboutillier. Bonjour. Plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Nous aussi. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez décidé de lever le moratoire sur le Sébasse qui existait depuis 30 ans? Bien, écoutez, ce que j'entendais dans le milieu, puis le message était clair. L'an passé, en février 2023, on avait l'ancienne ministre des Pêches, des Océans de la Garde côtière, Mme Joyce Murray, qui était venue en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, et dans les diverses rencontres qui avaient eu lieu, les gens demandaient à ce qu'on réouvre la pêche au Sébasse, qu'on préserve les quotas historiques au niveau du Québec. Puis on avait besoin d'entendre ce discours-là, d'une pêche commerciale, qu'on ne soit plus dans des pêches exploratoires. Donc, parce que la masse de Sébasse dans le Golfe était quand même était très imposante. Et lorsque je suis arrivée en poste, dans les rencontres que j'ai eues, le même discours se tenait, ce qui a fait en sorte que durant l'automne, parce que moi je suis arrivée à la fin juillet 2023, et au courant de l'automne, j'ai pu rencontrer des gens dans l'Atlantique, parler aux différents partenaires aussi, et comme j'ai mentionné, je trouvais qu'il fallait rapidement passer à l'ouverture de la pêche commerciale. Donc, à la fin janvier, puis ça, je l'avais annoncé au mois de décembre, à la fin janvier, j'annonçais l'ouverture officielle de la pêche commerciale au Sébasse. OK. Aussi avec un quota plancher. Vraiment, un plancher de 25 000 tonnes. Ça fait que le message que je donnais, que je donne aux gens, c'est on peut aller au-dessus du 25 000 tonnes, mais on ne peut pas aller plus bas. Donc, je voulais m'assurer de ne pas aller plus bas que 25 000 tonnes. Il y a un comité aussi, comité en place pour le Sébasse où les gens doivent se rencontrer et ils vont décider dans leur rencontre qu'ils vont avoir s'ils disent, nous, cette année, on peut aller à 75 000 tonnes, à 80 000 tonnes. Je l'ai annoncé, j'ai dit, écoutez, je vais être derrière vous, ça pourra être ça. Puis, en même temps aussi, ce que j'annonçais, c'est comme ça allait vraiment pas bien au niveau de la crevette depuis 1900. Ça fait 3 ans qu'au niveau des stocks de crevettes, ça diminue. Et puis moi, je ne voulais pas annoncer un moratoire sur la crevette. Donc, j'ai dit, écoutez, au niveau de la crevette, on a annoncé 3 000 tonnes au niveau de la crevette. Et ça fait que c'est ça. Okay. D'où puis, éventuellement, avec les discussions qu'on va avoir, le fonds des pêches, il pourra servir aux gens pour se préparer parce que c'est beau dire qu'on ouvre la pêche au Sébasse au niveau commercial, mais il va falloir aider autant les gens du côté de la capture, les pêcheurs, que du côté de la transformation au niveau des usines, de pouvoir faire en sorte de traiter le Sébasse. OK. Mais là, la gestion pour la pêche au Sébasse pour 2024, est-ce que tout est décidé? Non, moi, j'ai annoncé la base. Ça fait que on est en 2 phases. Fait que moi, j'annonçais la première phase. Ça fait que ce qui m'avait été demandé, du milieu, c'est on veut préserver les quotas historiques. Donc, au niveau des provinces, ça a été même, je dirais même au niveau du Québec, un peu plus. Donc, le message était clair. On protège les quotas historiques, puis on annonce le début de la pêche commerciale. Maintenant, le comité consultatif du Sébasse, eux, vont se rencontrer. C'est les gens du secteur et les gens tenaient et tiennent à faire partie de la décision. Donc, puis moi, comme je disais, c'est sur une période, moi j'ouvre sur une période de 2 ans, le temps de permettre aussi au comité de pouvoir se rencontrer, le temps de permettre aux usines de transformation qui vont le vouloir de s'organiser.
Parce que c'est pas le fait de dire on ouvre la pêche au Sébastien que demain matin, tout le monde est prêt. Là, Ouais. Mais avec le Fonds des pêches, donc ça donne aux gens le temps de s'organiser, mais aussi le temps de se préparer, puis nous, là, de continuer de travailler au niveau du Fonds des pêches. Puis ce qu'on a mis aussi pour aider au niveau de la crevette, parce que, écoutez, j'aurais bien aimé là, pouvoir dire qu'il n'y a pas de problème avec la crevette, mais c'est pas là où on en est actuellement. Et ça, j'ai vraiment, là, puis je tiens à le dire, il n'est pas question pour moi qu'on fasse avec la crevette ce qu'on a vécu avec la morue il y a 30 ans passés, là, puis ce qu'on a vécu avec le Sébastien là, il y a 30 ans passés, là, faut travailler pour préserver nos ressources, pour faire en sorte que les générations futures puissent avoir accès là, à des ressources qui sont saines, qui sont en santé. Puis on doit avoir des pêches aussi qui sont responsables là, au niveau de nos océans. Donc, on a mis en place des mesures afin que les crevettiers puissent travailler. Donc, 2, 3 capitaines de bateau peuvent être sur le même bateau pour aller pêcher pour aller pêcher de la crevette. OK. Puis, quelles mesures vont être en place justement pour éviter de refaire les erreurs du passé et de retomber en surpêche? Bien, écoutez, c'est sûr qu'on doit avoir ces discussions-là avec le secteur des pêches, avec Pêche et Océan Canada aussi, pour vraiment faire en sorte, faire en sorte de protéger les espèces sauvages. Parce que je dois vous dire qu'actuellement, ce qui se passe, puis dans les rencontres que j'ai eues avec les scientifiques, puis avec les gens du milieu, puis depuis le mois d'août, même dans les pêches qui vont bien, les pêcheurs sont inquiets. On me disait cette année, on me disait l'automne passé, tu sais, Diane, au homard, cette année, l'année passée, quand on a levé nos trappes, on trouve il n'y a plus de loquettes d'Amérique. Il y a des espèces que tu ne retrouves plus là, dans le... puis on dit, mais il y a du bord rayé, les trappes se remplissent de bords rayés, ça fait... Puis pourtant, la pêche au homard va bien. Mais les pêcheurs sont les premiers à voir ce qui se passe sous l'eau. C'est sûr que pour nous, on dit, mais ça va bien, la mer est belle, la mer est calme, il y a une tempête. Mais ce qui se passe en dessous de l'eau, et c'est dans tous les océans, là, à travers le monde, actuellement, avec les réchauffements climatiques, toutes les espèces de poissons sauvages sont en danger. Il y en arrache, comme on dit. Là, moi, je me faisais dire cette année par des gens, Diane, l'été passé, le caplan n'a pas roulé. Le maquereau va pas bien, le hareng va pas bien. Puis ces espèces-là, ce sont des espèces qui nourrissent d'autres espèces. Donc, on est tous dans le même garde-manger, là. Donc, si on veut préserver nos espèces marines, bien, il faut s'assurer que nos poissons sauvages soient en mesure, eux autres aussi, de se nourrir. Puis ils se nourrissent de caplan, puis ils se nourrissent de harengs, puis ils se nourrissent de maquereaux, puis on le voit, là, les maquereaux sont petits. Puis, c'est ça, fait que l'ancienne ministre des Pêches a mis des moratoires sur le maquereau, sur le hareng. C'est sûr que la façon dont ça s'est fait, puis moi, j'ai été la première aussi, là, j'ai réagi, où on ne peut pas annoncer des moratoires à 3 semaines du début de la saison de pêche quand on sait que les pêcheurs se préparent, là, parce que c'est des frais et des... Mais moi, là, comme je disais, pour moi, là, je me suis engagée à travailler autrement, à essayer là, d'aviser les gens le plus rapidement possible de ce qui se passe. Mais on va devoir avoir des discussions qui vont être beaucoup... on sait que l'industrie performe beaucoup plus. Les bateaux sont plus gros, les équipements sont plus gros, sont plus performants aussi. Comme je disais, aujourd'hui, on peut pratiquement trouver une aiguille dans une botte de foin, là, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Fait qu'il faut qu'on ait ces discussions-là, à savoir comment on doit travailler tout le monde ensemble pour justement préserver l'avenir dans notre secteur des pêches. Là. Bien, justement, en parlant des changements climatiques, ça serait quoi vos stratégies
avec la pêche? Ben écoutez, dans les stratégies, c'est il faut informer les gens du secteur. Et c'est un peu le travail que je fais aussi quand je rencontre le secteur pour dire est-ce qu'on vous informe de ce qui s'en vient, de ce qui se passe au niveau du réchauffement du Golfe du fleuve Saint-Laurent, parce que ça touche, oui, ça touche le Québec, mais ça touche toute la côte Est, ça touche Terre-Neuve, l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, la Gaspésie. Puis moi, le secteur des pêches, c'est 33% de mon économie passe par les pêches. Moi, j'ai toujours vécu dans le secteur, ça fait qu'avec ce secteur-là, donc pour moi, là, il est vraiment important. Puis, tu sais, il est important pour tout le travail, autant tu sais, on parle du pêcheur qui, pour moi, là, est devenu un industriel de la capture, là, parce qu'au prix où sont les bateaux actuellement, puis à la valeur de nos produits, bien, comme je me plais à me dire à mes collègues de l'extérieur, vous savez, là, un bateau, là, c'est une industrie qui flotte. On a des industries sur terre, mais on a aussi des industries sur l'eau. Et moi, je considère qu'un bateau, c'est une industrie sur l'eau. Un capitaine de bateau, oui, c'est un pêcheur, mais c'est un industriel de la capture. Donc, il y a des responsabilités au niveau d'employés, puis au niveau des ressources naturelles. Puis c'est un privilège d'avoir un permis. Parce que ce qui est sous l'eau, ça appartient, c'est un bien public. Ce qui est sous l'eau, ça appartient là, à tous les Canadiens. Fait qu'on doit en faire, et ça fait partie de mes priorités, où on doit en faire un bon usage. On doit aussi le protéger comme je disais, pour les générations à venir. Fait que dans le travail qu'on a à faire, puis on va le faire avec le CEBAS, c'est comment on peut donner de la valeur ajoutée à nos produits. Okay. Est-ce que le travail qu'on a à faire, est-ce que c'est de pêcher des quantités astronomiques de sébasse ou de tout autre type de poisson, ou est-ce qu'on doit peut-être avoir pêché un peu moins, mais utiliser le produit dans son ensemble et lui donner une valeur ajoutée pour éviter aussi le gaspillage alimentaire. Ça fait que c'est tout ça là, qu'il faut regarder, puis je pense qu'on en est rendu actuellement là, à revoir les pêches autrement, mais c'est des gros changements. Oui. Les gens s'attendaient peut-être pas nécessairement à ça, mais je pense qu'on a une responsabilité. Moi, là, parce que je suis aussi une grand-mère, tu sais, là, ça fait que pour les générations qui nous suivent, de pouvoir avoir accès là, à ces ressources-là, là, puis à ces produits-là. OK. Puis, avez-vous des stratégies pour développer justement le marché du sébasse? Bien, je vous dirais que c'est sûr que c'est un travail qui se fait de concert, autant puis qui va demander l'implication, là, c'est des gouvernements autant provincial que fédéral. Il faut travailler ensemble. Il faut travailler avec l'industrie aussi, l'industrie de la transformation. Ça fait que tous les partenaires doivent être impliqués. Puis je disais, tu sais, ça peut être, on regarde au niveau du Québec, l'industrie de l'hôtellerie du Québec. Tu sais, on devrait être en mesure de pouvoir trouver du sébasse quand on va à la poissonnerie, quand on va au restaurant, tu sais, on devrait pouvoir en manger, peu importe où on se trouve sur le territoire, là, mais aussi un travail, parce qu'on a des produits de qualité, donc il y a un travail aussi d'ouvrir les marchés à l'international, oui. Puis on a une excellente réputation, là, au niveau international. Je rencontrais, il y a 2 semaines passées, l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur du Japon, où on a parlé de sébasse, puis on a même parlé de nouvelles espèces, parce que avec les réchauffements climatiques du Golfe, bien, il y a des espèces actuellement, comme je disais, qui ne vont pas bien, mais il y a d'autres espèces qui, elles, vont beaucoup mieux. Le phoque, c'en est une espèce qui va bien. Ça fait qu'on mange du bœuf. On est capable de pouvoir, tu sais, on devrait être en mesure de pouvoir manger du phoque. C'est une nouvelle ressource qui doit être exploitée. Donc, ça fait partie là, du travail qu'on a à faire, des argents qu'on a à mettre pour justement faire en sorte de valoriser d'autres espèces aussi. Et ça aussi, on a de l'expérience à ce niveau-là, parce que quand la morue,
quand la pêche à la morue a été fermée il y a 30 ans passés, vous le mentionnez en début d'émission, moi je viens de Newport, puis à Newport, c'était ça, c'était l'usine de transformation de morue, puis c'était des pêcheurs de morue, puis on vivait avec la morue. Du jour au lendemain, tout a fermé. Puis ça a été de même pour la Gaspésie, mais ça a été aussi pour tout l'Est du Canada. Et à l'époque, le gouvernement fédéral, il y a des argents qui ont été mis sur la table avec le gouvernement provincial pour valoriser d'autres espèces, pour ne pas perdre l'expertise qu'on avait avec nos pêcheurs, puis valoriser d'autres espèces. Et à ce moment-là, c'est là où il y a des argents qui ont été mis sur le crabe et sur le homard. Et les plus vieux, puis là, je parle du monde de mon âge, puis les plus vieux encore, vont se rappeler qu'à l'époque, écoutez, on engraissait les champs avec du crabe. On ferait plus ça aujourd'hui, hein? On donnait du homard à manger aux prisonniers dans les prisons. Ils appelaient ça le poulet des pauvres. Ça fait qu'on fera plus ça aujourd'hui. Mais on a ces expériences-là qui ont été mis en place avec les gens du milieu où on a valorisé justement le produit. Puis on en fait un produit qui est à valeur ajoutée, qui est demandé partout à travers le monde. Ça fait que je crois qu'on est en mesure de pouvoir faire ça. Puis c'est pas je crois, je suis convaincue qu'on est en mesure de pouvoir faire ça avec d'autres espèces, mais il va falloir... Ça va demander la volonté de tout le monde de travailler ensemble, mais il va y avoir un bout difficile à passer. Puis on est dedans actuellement. Avec les réchauffements climatiques, avec ce qui se passe avec la crevette, mais aussi avec d'autres espèces. Bien, la pêche à multi-espèces, c'est une solution, mais est-ce que le gouvernement fédéral serait prêt à soutenir, donner de l'aide financière aux pêcheurs pour adapter leur équipement des bateaux? Bien, c'est pour ça que je disais, on a le Fonds des pêches qui a été vraiment un excellent outil. Puis moi, je vous dirais que le Fonds des pêches, ça a été quand je regarde en politique, là, ça a été ma première grosse réussite là, d'aller chercher le fonds des pêches pour le Québec, pour justement travailler en recherche et développement pour pouvoir s'adapter aux nouvelles réalités. Donc, le Fonds des pêches, puis vous avez raison, il va falloir aller vers plus de multi-espèces. Il va falloir aider aussi nos transformateurs à pouvoir s'adapter. Puis ça, ils le font, je vous dirais qu'ils le font déjà. Là. Je regarde, quand le crabe commence, on sort certains équipements. Le crabe est fini, le homard commence, sort les équipements du crabe, met les équipements du homard. Puis on le faisait aussi là, lorsque la pêche au hareng allait bien, bien, la saison du homard est terminée, on ramasse les équipements, puis on met les équipements pour le hareng. Mais on va continuer de travailler dans ce sens-là avec nos gens là, de l'industrie de la transformation. Puis moi, la chose la plus importante, là, c'est de garder les canaux de communication ouverts parce qu'on va continuer de travailler ensemble. On va continuer là, de monter les informations là, du terrain vers Ottawa, puis d'Ottawa vers le terrain. Puis avec aussi les gouvernements provinciaux, fait comment on peut faire en sorte que notre milieu, puis j'ai dit, c'est ça l'avantage qu'on a, c'est qu'on ne peut pas déplacer l'eau chez nous. Puis ça, j'en suis très heureuse. Mais comment on va continuer de travailler pour le mieux des générations futures? Comment on va pouvoir permettre aussi, dans tout ce que je vous dis, là, puis, mais j'ai tellement le sujet à cœur, comment on va pouvoir permettre aussi à la relève de pouvoir avoir accès à des permis. Puis les questions se posent aujourd'hui parce que moi, j'ai des jeunes qui me disent, Diane, pourquoi on va aller étudier à l'école des pêches pour être capitaine de bateau quand on entend parler que des permis de homard, c'est vendu 10 millions, puis 9 millions. Qui peut aller aujourd'hui là, dire, moi, je vais aller dans une institution financière pour aller me payer ça? Là. Fait qu'on doit s'assurer que nos capitaines propriétaires sont vraiment ceux qui ont accès là, à ces permis-là. Puis c'est la même chose avec le crabe. Là. C'est la surenchère qui se fait, qui fait en sorte que c'est plus accessible à notre relève. Et ça, pour moi, là, c'est un problème, c'est dramatique.
c'est dramatique pour nos régions parce que c'est notre sécurité alimentaire aussi qui dépend de nos ressources. Donc, on doit être là pour aider puis protéger notre relève. Fait que toutes ces questions-là, on se les pose. Puis moi, je le dis aussi ouvertement parce que la question se pose, tu sais. Mm. Les capitaines propriétaires de la Gaspésie, des îles-de-la-Madeleine, Terre-Neuve aussi, puis Nouveau-Brunswick, sont vraiment inquiets concernant la pêche à la crevette, puis les quotas aussi qui ont été annoncés. Oui. Il y en a qui n'ont même pas sorti l'année passée en mer parce que ça n'aurait pas été rentable. Auriez-vous un message pour les encourager, qui ne sont pas laissés à eux moi, autres? ce que je dis, là, puis comme je le mentionnais tantôt, le meilleur message actuellement que je peux passer, c'est on doit s'asseoir ensemble pour être en mode solution. On doit trouver des solutions pour les gens d'aujourd'hui, mais aussi les générations à venir. On a mis en place certaines mesures qui permettent à des capitaines là, de pouvoir sortir ensemble. Fait que moi, je m'attends à ce qu'il y ait moins de bateaux sur l'eau cette année. C'est clair, là. C'est parce qu'on a pour pouvoir économiser là, au niveau des frais. Parce que ça coûte cher mettre un bateau à l'eau. C'est des grosses, comme je disais, c'est une industrie flottante, un bateau. Il faut le voir de cette façon-là. Donc, mais de garder les canaux de communication ouverts pour aller vers les meilleures solutions possibles. Parce qu'on a des pêcheurs qui veulent continuer de pêcher. On a des pêcheurs qui, eux, sont prêts, qui veulent prendre leur retraite. Mais c'est comment on va regarder ça, tout le monde ensemble. Puis on peut pas Puis je pense qu'on ne veut pas prendre de décisions rapides, il faut prendre des décisions qui vont pouvoir se pérenniser dans l'avenir pour protéger ce qu'il y a sous l'eau, dans le golfe et dans le fleuve. OK. Bien, en début février, vous avez annoncé que vous allez vous présenter pour un 4e mandat. Oh boy, on change de sujet. Hein? Oui. Bien, écoutez, j'étais à Matane. Il y a une semaine et demie de ça, et j'annonçais que j'avais l'intention d'être candidate pour le Parti libéral pour la prochaine élection. On sait que on l'a vu là, l'année passée, les modifications au niveau de la carte électorale, puis comme je le mentionnais, le comté... les nouvelles divisions de la carte font en sorte que le comté devient... c'était déjà immense comme comté, mais là, c'est multiplié par 2. Là. Fait que c'est vraiment là, des défis majeurs. Et comme j'étais à Matane, puis c'était planifié là, depuis un certain temps d'avoir un déjeuner avec la Chambre de commerce. Donc, j'ai profité de l'occasion là, pour pouvoir leur parler de mon intérêt là, à être candidate pour le Parti libéral pour la prochaine campagne électorale. Puis les gens me demandaient, oui, mais tu sais, pourquoi tu le fais? Bien, je le fais principalement là, parce que j'ai la même réponse aujourd'hui que j'avais en 2015 quand j'ai décidé de me présenter, parce que je suis follement amoureuse de ma région. Et j'ai toujours eu intérêt, puis je l'ai toujours dit, à ce que la Gaspésie et les îles se retrouvent sur la table, des tables de discussion à Ottawa, puis qu'on fasse partie du développement économique du Canada, parce qu'on a une place à prendre, puis on a une place qui est importante à prendre. Donc, je m'assure de continuer ce travail-là, et c'est pour ça que j'ai annoncé l'intention d'être candidate libérale pour les prochaines élections. OK. Qu'est-ce qui distingue Mme Leboutillier aujourd'hui par rapport à votre premier mandat? Ce qui distingue, bien écoutez, c'est tous les apprentissages que j'ai faits parce qu'il a fallu apprendre. C'est parce qu'on se rappellera, là, en 2015, moi, j'avais jamais fait de politique au niveau fédéral. Donc, puis je voulais vraiment que la région sorte de l'opposition. Là. Comme je disais, là, je voulais qu'on puisse jouer sur la patinoire. Je voulais avoir une voix qui soit forte pour les gens du milieu. Puis c'est parce que je suis foncièrement fière de mon milieu. Puis j'espère que je rends les gens fiers de moi. Des fois, je comprends qu'ils ne sont pas toujours contents, là, mais ça fait partie de la politique aussi, de prendre des décisions qui font en sorte qu'on ne peut pas
satisfaire tout le monde. Ouais. Mais c'est important pour moi que les gens aient aussi la bonne information. Du moment là, qu'on sait que même si on n'est pas content, là, de dire, ben, à cette heure, on se retrousse les manches, puis on va travailler, on va continuer de travailler ensemble. Ça fait que c'est vraiment c'est l'objectif que j'ai, puis je travaille de cette façon-là. Comme je disais, je trouve rien pour changer. Ça fait qu'on va continuer de travailler de cette façon-là aussi. Ouais. Fait que, mais c'est toute l'expérience que j'ai acquise auprès de mes collègues, puis auprès des différentes responsabilités que j'ai eues aussi au sein du gouvernement. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent, tu sais, je fais partie du Conseil du Trésor, j'ai été vice-présidente du Conseil du Trésor, je fais partie des différents comités ministériels. Fait qu'il y a un gros travail là, qui se fait là, auprès de mes collègues pour justement être impliqués là, dans tous les différents dossiers, là, autant ce qui touche les pêches. Moi, c'est pas nouveau, là. C'est pas parce que j'ai été nommée ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière au mois de juillet, là, que j'ai pas les deux mains dedans, là, depuis 2015, là. J'ai les deux mains dedans jusqu'aux épaules, là, au niveau du Québec, parce que quand je travaillais avec mes collègues, autant le ministre, des anciens ministres des Pêches, que ce soit Dominique Leblanc, Jonathan Wilkinson, Joyce Murray, Bernadette Jordan, lorsqu'il y avait des choses au niveau du Québec, c'est moi qu'on venait voir parce que c'est dans mon comté que les pêches se passent. Donc, j'ai fait mes classes, j'ai représenté, même des rencontres que j'ai eues avec le premier ministre, avec les gens du bureau du premier ministre, pour parler là, à quel point les pêches, c'était important. Puis on continue d'avoir ces échanges-là. Puis lorsque... je saute peut-être des fois du coq à l'âne, là, mais lorsque j'étais à Matane pour annoncer mon intérêt à être candidate, mais j'avais aussi des rencontres, je m'étais organisé des rencontres avec le Cégep de Matane et l'Institut Maurice-Lamontagne. Parce que pour moi, là, quand on regarde dans les pêches d'avenir, on va parler là, d'intelligence artificielle, on va parler d'océan numérique. Parce que nos pêcheurs ont besoin de savoir, comme tout entrepreneur, pour faire ils ont besoin de prévisibilité, eux aussi. Là. C'est sûr qu'ils ont toute l'expérience. Il y a des pêcheurs qui me disaient, Diane, nous autres, on sait, là, on met nos cages à l'eau, là, autant au niveau du crabe ou du homard. Puis là, après là, les 2-3 premières semaines, on est capable de dire, là, voici comment va être notre saison. Mais j'ai dit, quand on va avoir avec l'intelligence artificielle, avec puis la mer numérique, bien, vous allez être en mesure de savoir si vous avez des gros investissements à faire sur du plus long terme. Qu'est-ce qui se passe dans le fond de l'eau? Parce qu'on s'en doute. Parce que, comme je disais, quand ils lèvent les cages, ils sont capables de me dire, Diane, on n'a plus ces espèces-là. Même à Terre-Neuve me disait, Diane, nous autres, d'été passé, plus d'étoiles de mer. Mais ça, c'est pas des bons signes, c'est pas des bonnes nouvelles. Ça veut dire autre chose. Fait que tout le monde me dit, on a besoin de la science, et la science a besoin des pêcheurs. Fait que c'est pour ça que c'est un travail de collaboration. Donc, on va aller vers l'intelligence artificielle, la mer numérique, pour justement se permettre de pouvoir avoir ces pêches d'avenir-là. Ça fait que c'est des gros chantiers vers lesquels on va avancer. Mais je suis contente aussi de venir de la région parce qu'on n'a pas besoin de m'expliquer longtemps. Mais je suis consciente aussi qu'il y a des décisions qu'on prend qui font mal actuellement, qui font très mal. Puis les gens réagissent à ça. Puis pour moi, ça, c'est tout à fait normal. Mais il faut garder les canaux de communication ouverts. Après qu'on s'est dit que ça va mal, mais comme je disais tantôt, on se retrousse les manches, puis c'est qu'est-ce qu'on fait? Puis on va le travailler tout le monde ensemble. OK. Bien, je vous remercie beaucoup, Mme Leboutier, d'avoir pris le temps de venir partager avec nous. Bien, ça me fait plaisir. Bonne fin d'hiver! Moi aussi.